Hamas. Et pour leur place à l'invité d'André Berkoff, Yves Azeroual, journaliste et auteur de ce livre Moufti, édition Le Passeur éditeur. Alors Yves Azeroual, c'est écrit roman. Et en fait, vous avez fait une œuvre de journaliste, évidemment. Roman, parce que c'est écrit, et c'est bien écrit d'ailleurs. Mais je voudrais d'abord que vous racontiez, parce que je crois que beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Alors, évidemment, elle a été racontée. Cette histoire Mufti, je rappelle que vous parlez du Mufti de Jérusalem, Haj Amin el-Husseini, et son activité, je ne dis pas étrange, mais assez caractérisée, dans les années 30, 40, et surtout pendant la guerre. Alors, racontez-nous d'abord, pourquoi vous avez voulu raconter l'histoire. Qui était Haj Amin el-Husseini? Le grand moufti de Jérusalem est un prédicateur religieux, mais il a aussi une autorité administrative. C'est-à-dire, il était un de ceux qui ont été les grandes consciences, entre guillemets, et je mets beaucoup de guillemets au mot conscience, du nationalisme palestinien. Et dans quelles années au milieu des années 30, jusque dans les années 50, 60. D'accord. Et il a une autorité, il a été nommé à ce poste-là par les Britanniques, qui avaient un mandat sur la Palestine, et il avait une autorité religieuse, c'est-à-dire que dans cette région du monde, il imposait ses dictates, et il a commis un certain nombre d'exactions. Ces exactions ne datent pas uniquement d'Hitler. Il a collaboré avec le régime hitlérien, on dira par la suite, on en parlera, etc., mais ça remonte bien avant. C'est-à-dire que dès les années 30, il a un grand ami, ce Amin el-Husseini. Qui est ce grand ami? C'est Al-Banna. Qui est Al-Banna? C'est le fondateur des Frères musulmans. Absolument. Qui est entre autres le Hassan al-Banna. Le grand-père de Tariq Ramadan. Oui. Tous deux publient, alors séparément, des pamphlets antisémites dans les années 30. Donc cette verve et cette idéologie antisémite, il l'avait bien avant Hitler. C'est-à-dire qu'il diffusait cette idéologie dans les mosquées, dans ses prêches, etc. Et quand il rencontre Hitler, là, c'est l'aboutissement. Alors justement, mais avant de rencontrer Hitler, c'est intéressant, au-delà d'Amin el-Husseini, est-ce qu'il n'y a pas eu, comme disent les marxistes, alliance objective entre ceux qui ne voulaient pas que les Juifs aient un territoire en Palestine qui s'appellerait Israël, et Hitler qui voulait se débarrasser des Juifs? Est-ce que dès les années 30, où le parti nazi existait, Hitler a pris le pouvoir en 1933, mais est-ce qu'il y a eu déjà rapprochement avant la guerre? Alors, non seulement il y a eu rapprochement, il y a eu, j'allais dire, une fusion. Il y a en Palestine, dans les masses arabes, à l'identique des jeunesses hitlériennes, des jeunesses musulmanes qui portent des uniformes, il y a des croix gammées. Dans les années 30. Dans les années 30, à Jérusalem, le consulat allemand, qui devient consulat du Reich, finance la première guerre de 36-39, première guerre israélo-arabe, bien avant la création de l'État d'Israël. Ce sont la première guerre judéo-arabe. Judéo-arabe, bien évidemment. Ce sont les Allemands, le Reich allemand, qui finance cette guerre-là. D'accord. Et donc, il y a déjà des rapprochements. Et est-ce que c'était basé, donc, l'idéologie, quand vous dites l'idéologie, c'était un peu l'idéologie donc, des frères musulmans de Hassan al-Banna qui irriguait Haj Amin el-Husseini? Tout à fait, c'est ça. C'est une idéologie. En fait, Amin al-Husseini a trois ennemis: les communistes, les Britanniques et les Juifs. J'ai envie de dire, c'est les mêmes ennemis qu'Hitler et que le Reich allemand. Donc, ils ont une alliance de circonstances, mais au-delà, une alliance idéologique. Ils s'entendent très très bien, les deux. Mais alors, vous dites qu'il avait une autorité administrative, parce que dans la religion musulmane, et spécialement chez les sunnites, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'autorité religieuse, et l'imam n'est pas une autorité religieuse. Est-ce que lui avait quelque chose en plus de ce point de vue-là? C'est-à-dire que, alors, outre qu'il pouvait décréter des fatwas, il avait une autorité administrative parce qu'il était nommé par la puissance mandataire britannique. C'est ça. Donc c'est ça la différence. Oui, donc il avait... Et pourquoi il était contre les Britanniques, puisqu'il avait son autorité des Britanniques? Alors, il a utilisé comme marchepied cette nomination, mais il voulait étendre son pouvoir au-delà de la Palestine, en Irak, en Iran... Et on verra par la suite, même en Afrique du Nord. Il avait une ambition de domination de l'Oumma, de la communauté des musulmans, assez extraordinaire. Oui, c'est assez passionnant. Et alors, on va parler de tout ça. Mais avant, une question, Yves Azeroual. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire sur ce chapitre pas négligeable, loin de là, de l'histoire? Écoutez, j'étais en train de travailler sur mon précédent documentaire sur l'islamo-gauchisme, et par hasard, en exhumant, en me promenant sur la toile, je découvre qu'il y a eu une vente aux enchères
en 2017 de 6 photos inédites du grand Moufti, entouré de collaborateurs nazis, de collaborateurs du régime et de dignitaires nazis, et où a eu lieu cette vente aux enchères. Tout ça, c'est vrai, hein, vos auditeurs peuvent le vérifier sur Internet. Ouais. Elle a eu lieu en 2017 à Jérusalem. Et je me dis, mais c'est un déclic pour écrire un roman, c'est une histoire phénoménale, c'est intéressant. Surtout que peu d'informations étaient communiquées sur le grand Moufti. Je me suis dit, voilà un moment. Il y avait des important. photos originales que personne n'avait eues, qui étaient vendues. Et je me suis dit, mais qui les a vendues? Ouais. Qui les a achetées? Pourquoi ils les ont achetées? Et là, je suis parti. Mon double journaliste va enquêter sur les traces de ces photographies à Jérusalem pour savoir dans quelle ambition et quel est le projet que cache cette vente aux enchères. Cette vente aux enchères. On continue cette passionnante conversation après ceci. Et nous continuons notre conversation avec un livre passionnant, le livre du journaliste et documentariste Yves Azeroual, qui a écrit Mufti. C'est publié aux éditions Le Passeur. Et le Mufti en question, il est très connu dans les manuels d'histoire, moins connu peut-être du public. C'est Haj Amin el-Husseini, qui était grand Mufti de Jérusalem et qui a passé à l'histoire, peut-être pas pour les meilleures raisons, sûrement pas. Et on le voit dans la photo très connue. D'ailleurs, c'est la couverture de votre livre, où il est assis avec Hitler, il a un entretien avec Hitler. Mais vous disiez, Yves Azeroual, que quand il est allé à Berlin, il n'a pas fait que rencontrer Hitler. Non, non seulement il s'est pas contenté de rencontrer Hitler, dès qu'il le voit, il lui adresse un salut nazi, déjà. Hein. Ils restent 1h30 ensemble à parler du monde, de la place des musulmans dans la guerre qui commence, qui démarre, etc. Il restera de 1941 à 1945. Il parle 4 ans à Berlin. Il reste 4 ans à Berlin, il occupe une villa qui a été spoliée à un industriel juif, on lui alloue des sommes vertigineuses, d'ailleurs on se demande où est passé l'argent après-guerre, on lui offre la présidence d'un institut du monde islamique. Il a une radio qui prêche en langue arabe dans tout le continent, sur toute la région du Moyen, du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Et ils fonde 2 divisions musulmanes, de Waffen-SS musulmans. C'était des Waffen-SS. C'était pas la Wehrmacht. C'était des Waffen-SS, des divisions qui avaient des uniformes nazis et qui avaient l'insigne, un signe musulman. Et tout à fait paradoxalement, c'était la seule division à avoir un aumônier musulman, mais aucune des divisions allemandes nazies avait des aumôniers. Oui, parce qu'ils étaient plutôt païens. Ils étaient plutôt païens. Et Hitler a autorisé aux divisions du Moufti, etc. Et ils étaient recrutés où? Ils étaient recrutés en Yougoslavie, quelquefois en Afrique du Nord. Donc plutôt, c'était les Bosniaques. C'était les Bosniaques essentiellement, oui, tout à fait. Sûr. Mais il y avait aussi, en France, les collabos français étaient allés recruter les premiers Algériens qui étaient en France, premiers musulmans algériens. Il y avait de Bonny et Lafont, ils avaient recruté quelques-uns de ces collaborateurs-là. Donc ils fondent ces divisions, ils restent là, et il émet un peu sa propagande un peu partout, c'est-à-dire la radio, les journaux aussi, enfin il y avait... Il recevait, c'était un des dignitaires du régime, il recevait les grands, je rapporte une conversation avec Eichmann, où il s'amuse de savoir... Mais ça c'est pas le romancier? Non, pas du tout. C'est tous les éléments historiques sont fondés, sont véridiques, etc. Non, c'est important. Parce que comme vous avez mis roman, donc on vous demande... Tous les éléments que vous racontez dans Mufti sont absolument vérifiés. Sont authentiques. Tous les éléments sont authentiques. J'ai utilisé la forme littéraire du roman pour mener cette enquête. Mon double journaliste va mener l'enquête, mais tous les éléments historiques sont authentiques. Alors, il raconte, Eichmann, dites-moi, ils ont eu... ils parlaient un peu, solution finale, etc. Enfin... un jour, ils ont une conversation. Eichmann lui dit nous avons déjà réglé une partie du problème juif. Il y a 3 millions de personnes qui sont déjà, alors il dit pas dans les fours, mais qui ont déjà éradiqué. Éliminé. Et voilà. Et lui, il sourit, il est content. Et il leur dit même, il lui dit même, le grand Moufti à Eichmann, il y aura du travail à faire sur mon territoire à moi, etc. Vous savez, si les troupes de nazis n'avaient pas été arrêtées à El Alamein, le grand Moufti avait pour ambition
de faire ces répliques de camps de concentration en Afrique du Nord, en Irak, en Iran, en Syrie, partout où il y avait des Juifs. Mais il les a visités ? Il les a. Alors, Enfin, c'est justement. parce qu'on sait s'il les a. Oui. Bien évidemment, il a Oui. visité Auschwitz et il a visité ce camp qui fait partie de ces 6 photos inédites. Ce camp de concentration, c'était le camp, entre guillemets, pardonnez-moi le mot, le camp modèle. C'était là. Theresienstadt, Tout à fait. Thérésine. Ouais. Thérésine. C'était là où les nazis venaient exercer et pratiquer pour qu'après ils puissent exercer leur, entre guillemets, leur art dans les autres camps de concentration. Eh bien, il est allé, il a envoyé des émissaires, il s'est servi de ça et il avait pour ambition de créer les mêmes répliques en Afrique du Nord. Ils ont commencé un peu en Tunisie à faire des pogroms et à les mettre dans des camps d'internement. Et encore une fois, il avait cette Et vous ambition-là. dites que vous dites, et c'est vérifié, qu'il pensait à l'extermination, Ben, des tout à camps fait. d'extermination. Ben, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Yves Azerwal, après donc 45 ? Bon, ben, les Russes et les Américains dans Berlin, le Reich millénaire est terminé. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Bah là, Jamil El-Husseini vos éditeurs vont s'y intéresser parce que il est reçu, accueilli, alors on dit en résidence surveillée en France, dans une sublime villa. Tout de suite après Berlin. Tout de suite après Berlin. Ouais. Il est récupéré dans la zone française de l'Allemagne de l'époque. Il arrive dans une villa Bougival dans la banlieue ouest de Paris. Et là, prétendument en résidence surveillée, il reçoit tous les hôtes qu'il souhaite. La Grande Mosquée de Paris lui livre des repas à domicile, il a des majordomes, etc. Et les Yougoslaves, les Britanniques et les Juifs des États-Unis demandent son extradition parce qu'il a été cité au procès de Nuremberg en tant que criminel contre l'humanité. Et les Français tergiversent. Pourquoi ils tergiversent ? Parce qu'ils ont des colonies dans certains pays musulmans. Il y a une forte pression des pays arabes qui leur disent « surtout ne les laissez pas partir ». Ça va faire un précédent. Ça va faire un précédent, etc. Et on dit qu'il aurait obtenu un vrai faux passeport et il aurait fui en Égypte et après il aurait émigré au Liban. Mais il n'a pas arrêté son idéologie et il n'a pas arrêté sa propagande. Donc il a quitté la France pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Et il a fini au Liban. Il est mort. Il est mort en 1974 dans son lit au Liban alors qu'il avait tous les services secrets du monde et toutes les armées du monde et les polices et les justices du monde aux trousses. Et il a échappé. Il avait une baraka folle, cet homme-là. L'Irgun voulait l'abattre. Churchill oui, parce voulait que l'abattre. je pensais au service secret israélien qui a arrêté Eichmann en 60-61. Alors, ils n'ont pas réussi à arrêter. Évidemment, c'était pas la priorité des priorités, mais quand vous voyez sa biographie au mémorial de la Shoah à Jérusalem, elle est longue, bien plus longue qu'Eichmann et tous les autres. C'est vraiment un criminel de guerre. Et il a réussi à passer entre les mailles des filets. Et sachez aussi qu'il a exercé une pression sur les pays non alignés. C'est lui qui impose, dans les années 60, le nationalisme palestinien. C'est lui qui, alors que les pays non alignés s'intéressent plutôt à la démographie, à l'industrialisation précoce et surtout à l'indépendance, c'est lui qui impose cette idée. Il est l'un des pères fondateurs du nationalisme palestinien. Et oui, et pas du nationalisme arabe, lui. C'était non, pas du nationalisme, c'était palestinien, oui, effectivement. Et dites-moi, il a continué à avoir une activité politique, donc bien après. En fait, son étoile a pâli quand l'OLP est arrivé. C'est-à-dire que l'OLP... L'Organisation de Libération de la Palestine, Ahmed Choukairi d'abord, et ensuite Arafat, etc. Arafat, en parenthèse, qui est le petit-neveu du grand moufti de Jérusalem. Mais il a essaimé, il a égrené. Par exemple, ses thèses ont été... cette idée sur la Shoah a été infusée dans les esprits de certains leaders arabes dans les années 50, dans les années 60. Nasser et d'autres ont hérité, se sont nourris. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a publié, quand il était étudiant, une thèse où il niait l'importance de la Shoah. Oui. Voilà. Il y a eu beaucoup, mais est-ce que c'était lié ça à Jamin ? C'était pas seulement lié. Non, mais disons qu'il a eu une autorité, ce grand moufti. Oui, il a eu une autorité leaders, très importante auprès des leaders et des jeunes générations. En tout cas, c'est un chapitre effectivement passionnant de l'histoire qu'on connaît
peu et que Yves Azerwal raconte. Et vraiment, j'ai appris, on apprend beaucoup de choses. Et c'est très étonnant parce que cette histoire, effectivement, quand il est en France et qu'il réside en France, comparaison n'est sûrement pas raison, mais je pense à Ayatollah Khomeini, à Naufle-le-Château, qu'on a reçu avec les égards dus à son rang. Enfin, c'est vraiment passionnant, et roman et document, ce sont les deux, et à suivre, bien sûr, et à lire. Et ce livre s'appelle Moufti, publié aux éditions Le Passeur. On remercie notre invité qui reste en notre compagnie d'ailleurs sur Sud Radio, Yves Azerwal, qui est journaliste. 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir, donner votre sentiment. C'est peut-être une période de l'histoire que vous connaissez aussi ou dont vous avez entendu parler. Vous êtes libre de nous appeler justement pour poser des questions à notre invité et aussi pour réagir aux autres sujets d'actualité abordés par André Berkoff un peu plus tôt. Évidemment, cette épidémie galopante, notamment en Italie, de coronavirus. Comment faire pour l'endiguer, par exemple? On vous attend, on vous donne la parole juste après les informations sur Sud Radio. À tout de suite. Alors, coronavirus, épidémie ou pandémie? Messia, Bellatar et Sopo sont dans un bateau qui a poussé. Et enfin, Yves Azerwal qui nous parle du mufti de Jérusalem, Haj Amin El-Husseini, et de cette incroyable histoire. 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Gérard sur Sud Radio qui nous appelle du Gers. Oui, bonjour Gérard. Bonjour André Berkoff, à vous, à vos équipes. Aujourd'hui, j'aimerais faire un peu de cirage le pompe. Je le fais jamais. Bon, mais écoutez. là, je voudrais soulever votre honnêteté intellectuelle et votre cohérence, parce que c'est rare. Et ça nous plaît, enfin moi ça me plaît beaucoup, parce que ça laisse une porte ouverte dans un monde où les forts sont forts contre les faibles et faibles avec les forts. Alors je vais revenir sur ce que vous avez dit pour Monsieur Assange. Oui, il faut lui donner l'asile politique parce que le courage est tellement rare. C'est vrai. On en a besoin, c'est indispensable. C'est comme Mediapart qui vient de révéler les salaires des dirigeants de la FNSEA. Bon, il ne s'agit pas d'attaquer des hommes, mais un système qui, d'un côté, appauvrit les agriculteurs, par exemple, mais se permet de donner des salaires de presque 14 000 € à ses dirigeants syndicaux. Il y a là, je ne sais pas, un mépris total. Donc oui, moi je suis pour que la France donne l'asile politique à M. Assange, parce qu'on a besoin de ces gens de liberté et de vérité. Gérard, je ne peux que vous rejoindre et merci de vos propos. Je crois qu'il faut être effectivement cohérent et arrêter d'être dans la géométrie variable et justement le sens multiple. Merci à vous Gérard de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis le Gers. Tout de suite on retrouve Fabrice sur Sud Radio. Oui, bonjour Fabrice. Bonjour c'est Berkoff, c'est un plaisir de vous parler. Une petite parenthèse, j'aime beaucoup, mais alors beaucoup, le générique. Ah bon, oui. Ben oui, on est Radio Londres, hein, quelque part. Hein. Tous les soirs, quelque part, oui. Donc, en gros, à propos du comportement à géométrie variable de SOS Racisme, il faut passer le stade maintenant, surtout dans une radio telle que la vôtre, il faut passer le stade de l'étonnement, de la surprise feinte. Il faut bien considérer ce qui se passe réellement. Comme d'autres, SOS Racisme est une officine créée par un État socialiste qui avait pour but de pratiquer la rééducation de masse. Comme ça s'est passé pendant la révolution culturelle en Chine, avec des commissaires politiques qui doublent chaque officier de l'armée est doublé par son équivalent en grade. Idéologique. Nous avions la même chose avec les commissaires politiques chez les nazis et chez les staliniens. Oui, enfin, on n'en est pas là quand même si SOS Racisme, c'est pas possible des fois, on peut pas les comparer quand même aux commissaires politiques nazis, non Fabrice. La différence est pour l'instant purement quantitative. Mais d'un point de vue qualitatif, de point de vue de la nature du mécanisme et de ses intentions, c'est la même chose. Vous dites qu'il y a un totalitarisme, oui. Oui, allez-y. On peut même remonter, si vous voulez, jusqu'à Louis XIV, le jansénisme. Non mais... De grands esprits, parmi eux comme Pascal et d'autres,
quand le pouvoir royal a commencé à considérer ça comme un danger pour son absolutisme, ils ont inventé le principe de directeur de conscience. On appelle ça aujourd'hui le commissaire politique. C'est-à-dire que chaque famille était obligée de recevoir, d'héberger en son sein et de nourrir, bien sûr, à ses frais, quelqu'un qui était là pour leur dire la bonne parole, mais surtout pour s'assurer qu'ils pensaient bien. Fabrice, je vous rassure tout de suite, ici, aucun d'entre nous n'a reçu un membre de SOS Racisme, et encore moins ne l'a nourri. Nous n'avons rien contre, mais... Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, pour être sérieux, vous dites, il y a un côté idéologique, il y a un côté quasi-totalitaire, il faut faire attention à ça. Mais je voudrais justement demander à Yves Zerroal. Yves Zerroal a été l'un des fondateurs de SOS Racisme. Je ne dis pas qu'il se repent, mais enfin, je pense qu'il n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que Yves Zerroal, c'est l'histoire des SOS Racisme quand même, et surtout ce côté à géométrie variable, quoi. C'est assez... c'est récent, hein, c'est récent, puisque vous faites allusion au tweet de Dominique Sopo, qui a un ami, mais si vous me permettez de paraphraser la phrase de la Bible, je ne suis pas le gardien de mon ami. Voilà. Protégez-moi de mes ennemis, mes ennemis, je m'en charge. Surtout, je suis pas le gardien de mon ami. C'est vrai que là, Sopo a fait une connerie. Maintenant, de là à ce que votre auditeur Fabrice les compare à des commissaires politiques, des néo-nazis, des crypto-communistes et tout, je pense que... Pardon, hein, Fabrice, mais... il y a une marge. Il y a une marge, il y a un peu d'exagération. D'ailleurs, le simple fait qu'il puisse parler, ça montre bien que personne ne le surveille, et fort heureusement. Non, il y a eu quand même un problème. Moi, je voudrais rappeler quelque chose, hein, parce qu'on a l'époque de Mitterrand, j'étais déjà, ça ne me rajeunit pas, j'étais déjà journaliste et écrivain, mais je me rappellerai toujours que Mitterrand, qui était quand même un artiste de la politique, pour être élogieux, mais qui savait jouer, la même année, pratiquement, c'est lui qui met Jean-Marie Le Pen sur une émission de grande audience. Il n'avait jamais eu d'émission de grande audience. L'heure de vérité. Hein, de François-Éric Virieux. C'est la première année, et en même temps, il fondait SOS Racisme. Parce que c'est Mitterrand qui a fondé SOS Racisme. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même déjà, même si a posteriori, parce que combattre le racisme, tout le monde est d'accord, est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de jeu de balance un peu machiavélique de la part du président de l'époque ? Il fallait faire ce qu'ont fait après les autres personnels politiques, c'est-à-dire il fallait diaboliser le Front National, qui n'avait pas besoin qu'on le diabolise parce que Jean-Marie Le Pen nous en servait de bien pire encore. Et il fallait le diaboliser pour que justement les Français n'aient comme envie de voter ou à gauche. ou à gauche. Que d'ailleurs, c'est ce que fait Macron aujourd'hui avec Marine Le Pen. C'est un jeu. Vous voulez ajouter quelque chose, Fabrice ? S'il vous plaît, oui. Je me permets très humblement de réfuter votre argumentation quand vous dites que ce soit une forme d'absolutisme. Vous savez, rappelez-vous de Orwell, il avait bien compris qu'il suffisait parfois de changer le nom des choses pour qu'elles passent inaperçues. On est bien loin du temps des canuts. On n'en voit plus la troupe tirer sur les ouvriers qui réclament de quoi vivre. Quoique, on la voit bien des LBD dans les yeux des gilets jaunes. Alors que bon. Mais bon. Il n'est plus nécessaire de faire défiler des chars dans les rues pour que le peuple se calme. Il suffit de lui éviter de se mettre en rogne. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il suffit ? Il suffit de l'empêcher d'accéder aux informations qui lui permettraient de se mettre en rogne. Oui, mais alors Fabrice, juste un mot. Eh bien ça, je crois que c'est en train de se terminer. Justement, moi je suis un défenseur, même s'il y a le meilleur et le pire des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand même, l'information ou la désinformation, elle circule partout. À chacun de se faire son choix entre le bon grain et l'ivraie. Mais moi, je suis absolument pour les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux révèlent des informations que cachent effectivement un certain nombre de médias. Et deuxièmement, je vais vous dire, Fabrice, la rogne, elle n'est pas prête de s'éteindre, la rogne. On pensait qu'elle s'éteignait, rappelez-vous. Qui pensait une minute que pendant 1 an, il y aurait des milliers de gens qui occuperaient des ronds-points ? On vous aurait dit ça, on m'aurait dit ça à moi, il y a 2 ans, j'aurais dit, mais non, c'est fini, tout ça, allez, bon, ça va à quelques manifestations syndicales et basta. Eh bien, on a vu que c'était pas du tout le cas. Merci en tout cas, Fabrice. Merci, Fabrice. 0826 300 300. On retrouve Mireille sur Sud Radio. Oui, bonjour Mireille. Bonjour André, bonjour tout le monde.
J'avais une information à donner plutôt que des commentaires. Allez-y. Parce que il se trouve qu'une partie de ma famille est expatriée. Oui. Et donc j'étais un petit peu inquiète parce que mon fils qui habite au Japon fait beaucoup de voyages pour son travail. Ouais. Notamment en Chine. Notamment en Chine et ailleurs, oui. Non, au contraire. Lui, il va dans le monde entier, mais pas la Chine. D'accord. Et il devait aller pour son travail aux États-Unis. Et il devait partir ce matin. Oui. Et il m'a annoncé hier que ils appellent ça des business trips, étaient supprimés. Donc le Japon prend des précautions puisqu'il n'envoie pas. Les voyages d'affaires au Japon sont supprimés actuellement, c'est ça que vous dites. Ça me rassure parce que donc il fait généralement des voyages de 8 jours dans différents endroits du monde. Oui. Et après il revient chez lui pour son travail. Donc les allers-retours, on est dans les avions, on est dans les aéroports, on est dans les files d'attente. Bien sûr. On peut pas se protéger tout le temps. Donc je suis un peu rassurée. Et je me demande pourquoi, par exemple, actuellement, il me semble que la Fashion Week de Milan a été maintenue. Ah, écoutez, je ne sais pas, normal. Alors que ça m'étonnerait parce que vous savez que l'opéra de la Scala de Milan, l'institution d'opéra la plus connue, est arrêtée, ne fait plus de représentation. Alors, je serais très étonné que la Fashion Week, mais enfin, on va vérifier, que la Fashion Week soit maintenue, ça m'étonnerait. Le public asiatique. Oui. Alors, ils ont supprimé le salon de Barcelone sur les mobiles il y a 15 jours. Et je m'étonnais que l'Italie n'ait pas pris cette précaution. Oui. Écoutez, et je me demande aussi, peut-être question bête, les foules du salon de l'agriculture. Ah, ben écoutez, aujourd'hui, Mireille, il faut le savoir, le docteur Cron l'a dit, là, dans Berkov, dans tous ses états, on est dans une phase où il faut faire extrêmement attention. Alors, est-ce qu'il faut tout supprimer, tout arrêter? D'après les autorités, non. Maintenant, vous savez, c'est très, 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 très difficile de marquer le curseur, mais je crois que tout le monde est en alerte. Vous savez, tout le monde est en alerte, effectivement. Alors voilà, Clémence vient de la Fashion Week de Milan impactée par le coronavirus. Effectivement, ce dimanche, 32 cas de coronavirus sont déclarés en Lombardie. Armani décidait de présenter sa collection sans public, plongeant Milan dans l'inquiétude. Donc, vous voyez, ça fait rage, tout ça. Voilà. Bon, merci Mireille, en tout cas. Merci beaucoup, Mireille. Vous avez parlé. Merci pour vos émissions, que j'apprécie énormément. Merci, Mireille. Merci à vous. Vous avez parlé d'ailleurs du Salon de l'Agriculture. André Berkov sera en direct du Salon de l'Agriculture ce mercredi sur Sud Radio. 0826 300 300. On retrouve Françoise. Oui, bonjour Françoise. Oui, bonjour André. J'appelais, c'était par rapport à l'accueil de monsieur Assange. Oui. Même s'il a des casseroles, peut-être pas plus que monsieur Polanski, que d'autres. Et donc, je m'étonne que la France de monsieur Macron est quand même devenue une vraie poubelle par rapport à l'accueil, par rapport à ce Russe. Vous parlez de Piotr, de l'histoire de Benjamin Griveaux, là, de Piotr Belinsky. Sa compagne, voilà. Ouais. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qui nous apporte ces gens? Comment peut-il être protégé, rester et puis faire ce qu'il fait? Moi, je pense que côté artistique, il y a mieux à faire, quoi. Oui. Et donc, comment se fait-il qu'on a accueilli ce genre de personnage? Oui, allez-y, Françoise, parce qu'on arrive en fin d'émission. Non, je voudrais juste vous dire quelque chose. Vous posiez la question. Vous savez, les gens ne savaient pas, il était réfugié politique, effectivement, anti-Poutine, il est arrivé là. Après ce qui s'est passé, effectivement, ce n'est pas du meilleur goût pour quelqu'un qui est accueilli. Je suis d'accord, et je suis surtout d'accord avec vous que la France s'honorerait d'accueillir Julian Assange, parce que lui, il a fait... on peut penser ce qu'on peut penser, mais lui, il a fait un véritable boulot et il n'essaye pas de mettre des vidéos sexuelles sur Internet et sur le web. Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, merci à vous, Françoise, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci à Yves Azerwal, notre invité, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle la référence de votre ouvrage Moufti,
parle du grand moufti de Jérusalem. C'est publié aux éditions Le Passeur. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff. À demain. À demain. La dernière avant le salon de l'agriculture. Préparez-vous à mettre un masque, on ne sait jamais. Hein, et oui, non pas seulement ça, mais j'espère qu'il durera jusqu'à mercredi. Enfin, on espère. Ne nous laissons pas aller à la panique. Et on verra si le salon vous survit à vous-même déjà. Ce sera déjà pas mal. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio. Les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit son invité Antoine. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Antoine? On a tous entendu ce nom, on connaît le chanteur, on l'a même vu à la télé dans une célèbre pub. Belle journée sur Sud Radio.